Les mecs, qu'est-ce qui se passe là? Meghan et Harry, bientôt la séparation? Eh ben oui, parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs sur leur séparation. D'abord, lui, Harry, il passe son temps, là, il était seul en Afrique pour une association au profit d'enfants défavorisés. Après, on l'a retrouvé seul encore à New York, seul à Londres. Mais c'est pas Garou? Non. Et pendant ce temps-là, Meghan, elle a revu Luis Segura. Alors Luis Segura, c'était le premier garçon qu'elle a aimé dans sa vie sur les bancs de l'école. Elle avait eu une belle histoire d'amour avec lui. Et maintenant, il est devenu un célèbre agent immobilier en Californie. Ah, donc ils se revoient. Apparemment, elle va l'engager parce qu'elle a peut-être des services à lui demander pour trouver un appartement. Mais puisqu'on est sur l'Angleterre, il y a eu une info cette semaine qui est tombée incroyable. Ils ont vendu aux enchères une part de gâteau du mariage d'Elisabeth II avec Philippe. Ils s'étaient mariés, ils se sont mariés le 20 novembre 1947. Et oui, 47, ça va, 77 ans plus tard, ils ont vendu une part de gâteau. Une boîte. La part de gâteau, elle est partie à $3 450 à New York. En fait, c'est une part de gâteau que la reine Elisabeth et Philippe avaient envoyée à l'ancienne nounou qui habitait en Écosse. Elle l'a gardée dans sa boîte, elle l'a conservée, elle est décédée. Et on a vendu cette part de gâteau. Bon, elle est immangeable, hein. Grosse radine. 77 ans. Et la reine, franchement, il faut le dire, ça m'a déplu cette information, grosse radine. Bon, tu sais pourquoi elle lui a offert la part de gâteau? Parce que justement, ce jour-là, la gouvernante avait offert un cadeau à la reine. Un joli cadeau. Et en échange, elle lui offre une part de gâteau pourri qui va crever dans 3 jours. Non, pas pourri. Quand elle l'a reçu, il avait 3 jours, le gâteau. Oui, mais enfin, c'est dégueulasse. Ça va. Non, mais c'est... mais c'est pas la première fois. Non, mais c'est pas la première fois, en tout cas, parce que moi, j'ai assisté à une vente d'un morceau de pain qui était de la commune 1871. Ils avaient gardé. Je vous le ramènerai, d'ailleurs. Je vous le ramènerai. Mais Utilise-le comme suppôt. Non, il y a un truc intéressant aussi, mais, qui n'a rien à voir. Trump, vous savez que Trump n'aime pas Harry et le duc de Sussex. Ah ouais. Parce qu'il cherche un visa, mais il trouve qu'il a... on en a parlé il y a 15 jours. C'est vrai? Oui, bien sûr, il a dit. Parce qu'il représente des papiers, parce que lui, Trump, il veut faire le ménage un peu tous ceux qui ont consommé de la drogue et qui vivent aux États-Unis et qui sont consommateurs de drogue aux États-Unis. Et qui l'ont avoué et qui ne l'ont pas déclaré. Il n'a pas appelé à voter pour lui, bien au contraire. En plus, Trump ne l'a jamais digéré. Ah oui, ça vient au milieu, bien sûr. Il a trahi la famille royale. Angelina Jolie. Angelina Jolie, elle était à Paris cette semaine. Je sais, je crois que vous l'avez croisée dans un restaurant. Mais elle avait des achats à faire dans un grand magasin d'électroménager de l'avenue des Ternes à Paris. Et donc, elle l'a fait fermer pendant 2h30 le magasin. Non. Donc, ils avaient descendu les stores extérieurs, ça peut arriver. Et elle a fait tous ses achats de Noël pour tous ses enfants, pour elle, pour meubler un appartement, etc. Il y avait plus de 40 000 € d'électroménager, petits grille-pains, enfin sèche-cheveux, enfin, etc. Tout ce qui concerne la maison. Et donc, ils ont réouvert le magasin quand elle est partie. C'est pas la première fois, hein, ça arrive. Hein. Bill Clinton, ils avaient fermé la place des Vosges quand il était allé un jour manger et il a voulu faire les galeries des artistes peintres. Ils avaient fermé pendant 4 heures la place des Vosges. Michael Jackson, quand il avait acheté ses jouets au nain bleu, c'était rue Saint-Honoré. Par exemple, eh bien, il allait à pied de l'hôtel Crillon, la rue Saint-Honoré qui est juste derrière l'hôtel Crillon. Il allait à pied et il revenait avec ses jouets. Il fermait le magasin de jouets, il est sur 3 étages. Pour ceux qui ont connu le nain bleu, ça n'existe plus maintenant. Alors, ils n'ont pas rouvert après. Ah si, ils ont rouvert, mais maintenant c'est devenu c'est une célèbre. Non, je vous parle de Angelina Jolie. Ah, ils n'ont pas réouvert? Non, après, non. Bah, elle est peut-être arrivée en fin de journée, peut-être que c'était en même temps la fermeture. Mais c'est pas moi qui donne les infos, c'est vous. Mais vous avez peut-être un complément d'infos. Oui, j'ai un complément. Donc en fait, ça arrive. Rock voisine. Ah, Rock voisine. On a eu des nouvelles de Rock voisine. Il y a bien longtemps qu'on n'avait plus de ses nouvelles, d'ailleurs, lui. Ah ouais. La dernière fois que je l'ai eu, Rock voisine, je vous jure que c'est vrai. Il m'a appelé, il était seul sur le sable, les œufs dans l'eau. Je vous jure que c'est... Alors, il a accordé une interview à Serge Igor, qui est un célèbre journaliste de la presse People. Et il l'a rencontré parce que cette année, c'est le 35e anniversaire déjà de la chanson Hélène. Bien sûr. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Voilà. Non, énorme succès. 2 millions d'exemplaires en 1989 quand même. Ah ouais, je me rappelle. Hein. Seul sur le sable, et là, les yeux dans l'eau. Non, je n'ai pas pécho. Ah ouais. Les vacances s'achèvent. Ah ouais, fort. Ouais. C'est énorme ça. Donc, j'ai vu le temps passer. Alors, il nous révèle. Déserté. Il fait 2 grandes révélations. Ouais. C'est-à-dire, on apprend qu'il était, il était sourd d'une oreille. Ah ouais. Il a chopé, il a attrapé un virus, un streptocoque A. Alors ça perce le tympan et vous entendez plus du tout d'une oreille. C'est relou ça. Donc il a eu pendant 2 mois un traitement antibiotique, ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont opéré sur la boîte crânienne.
Finalement, ça fonctionne. Et puis, il est équipé pour faire de la scène parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il va remonter sur scène à Paris. Ce sera au Grand Rex le 8 avril 25. C'est un vrai retour. You do Et en même temps, il est amoureux, Cyril. make me crazy about you. Eh oui. Une nouvelle fiancée, Marie-Ève, ça fait 1 an qu'ils se fréquentent. Ouais. C'est sa nouvelle amoureuse. On a la photo là? Non, parce que... Ah bah oui, on l'a. Voilà. Non. Oui, c'est elle, Marie-Ève. Elle travaille en bourse. En bourse. Elle travaille en bourse. Bah, faut aussi travailler en bourse. Hein. Oui, oui. Non, dans une haute finance, etc. Enfin, Bien sûr. Et donc, mais non, mais le truc, c'est Et qu'elle c'est est un coup beaucoup de foudre. mais elle est beaucoup plus jeune que lui. C'est ça, sur Non, ça mais, qu'il s'est bah, confié. 16 ans d'écart, Putain, c'est mais, rien. donnez les infos, c'est ça. Mais c'est rien, 16 ans. Il officialise sa relation avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Ah, d'accord. Très bien. 16 ans, c'est pratiquement le même âge. Hein. C'est pas non plus... C'est pas le même âge. C'est pas le même âge. Beaucoup. Voilà, donc, non, mais franchement, non, mais les deux, on les voit, ça choque pas. Là. Mais Ça ils sont beaux, ils sont beaux. Ça passe crème. Non, mais ça ils sont passe beaux. crème. Non, ça passe crème. Ça passe crème. Pourquoi il a Non, quel non. âge, lui? Il a 62 ans. Franchement, il est frais. Hein. Il est bien, hein, franchement. Ouais. Franchement, Rock voisine. Ouais. Ah, il est plus frais que ma voisine. Ouais. C'est vrai. Franchement, bah ouais. D'accord. Il est divorcé déjà, il a 3 Je me doute enfants. qu'il est divorcé s'il était avec une meuf tranquille sur un tranquillo le gars alors qu'il y a sa femme qui est en train de lire le journal tranquillement, mon gars, bah oui. Ah oui, on se doutait bien. À Maria Carré. À Maria Carré, ça j'ai des bonnes nouvelles. Enfin, il a fallu arriver à un problème. Elle est à New York en ce moment, je ne sais pas si vous savez, à New York en ce moment, il y a entre -4 et 0. La température a bien baissé déjà je comprends. cette semaine. Et donc, elle a eu la bonne idée d'acheter à son secrétaire chauffeur une veste chauffante. Vous savez, c'est une sous-veste en fait. Et les vestes chauffantes, on les met à même la peau. D'accord, Seulement, son chauffeur, elle n'avait pas prévu qu'il est très velu de thorax et de poitrine. Et donc, ça a commencé à sentir le poulet grillé dans la voiture. Si vous voulez. Donc elle se disait, c'est bizarre, elle s'adressait, c'est bizarre, il y a une odeur de grillé, tout ça. Au bout de 5 minutes, ils se sont aperçus que c'était lui qui dégageait cette odeur de grillé avec les poils qui rétrécissaient sur la poitrine, quoi, qui brûlaient, quoi. Donc il a vite enlevé la veste. Enfin bon, ça arrive, même aux stars, hein, vous voyez. C'est les torses velus, ça, c'est un problème. Vous avez le torse velu ou? Non, pas plus que ça. Raisonnable. Comme vous. Merci. Comme vous. Michel Sardou, vous en parliez tout à l'heure dans l'émission. Vous en parliez parce que la très bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est qu'il revient au cinéma. Commence les tournages au mois d'avril, Michel Sardou. 34 ans après Promotion Canapé, qui était le dernier film qu'il a tourné en 1900. Avec Thierry Lhermitte, entre autres, bien sûr. Et 34 ans après ce tournage-là, c'était un succès, Promotion Canapé, en 1990. Et il est très heureux, en tout cas, de retourner au cinéma. Il a vraiment envie de remonter sur scène au théâtre. Et on entraîne continuer à écrire donc, le scénar. Il n'est pas encore lancé, vraiment, le film. Les tournages vont commencer, je pense, à partir d'avril. Très bien, merci. Et ils sont en train de terminer l'écriture. Et surtout, il a confirmé ce qu'on avait dit dans cette émission, que les Lacs du Connemara, il n'en voulait pas au départ. La chanson faisait 7 minutes 44. Il n'en voulait absolument pas. C'est Olivier Marchal, le film. Oui. Quoi? Il va faire le prochain film, absolument. Et surtout, il a donné la vraie raison pourquoi il a vraiment arrêté de chanter. Parce que tout le monde lui pose la question, est-ce que vous allez jamais remonter sur scène? Il a dit non, j'ai pas l'intention parce que j'ai plus la voix. Je suis un homme, dans 44 jours, il a 78 ans, Michel Sardou. Donc c'était déjà un monsieur presque de 80 ans. Et on perd un ton quand on a 80 ans. C'est logique, c'est comme ça, c'est la vie. On perd un ton en voix. Et il n'a plus la même tessiture. La tessiture, c'est l'échelle des notes, pour expliquer ce que ça signifie en termes de chanteur. Et les chansons qu'on lui écrivait quand il avait 30 ou 40 ans, il avait une tessiture pour pouvoir chanter ce qu'il chantait. Il montait très haut, comme dans, par exemple, Je vais t'aimer, ou dans 10 ans plus tôt. C'était des titres où il montait très très haut. Et là, il ne peut plus à 80 ans monter, c'est évident. Si t'as pas d'ascenseur. Il n'y a que Mireille Mathieu qui n'a pas changé de tessiture. Ouais, c'est ça, bravo, j'aime Mireille. Renaud, qu'est-ce qui se passe avec Renaud? Alors Renaud, l'année prochaine, c'est ses 50 ans de carrière. Il a commencé en 1975, il faut le rappeler. Et Renaud, alors en ce moment, là, cette semaine, il a la grippe, la bronchite, la grippe. Là. Vous savez tous qu'on a tous. Il y a 20% des Français qui l'ont en ce moment. Hein. Alors Renaud, il n'a pas échappé, il a chopé la bronchite. C'est ça l'info? Non. Non, c'est surtout que comme c'est ses 50 ans de carrière l'année prochaine, il a l'intention de refaire un nouvel album. Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Nouvel album. Le seul problème, c'est qu'il dit mais j'ai pas d'inspiration, je sais pas ce que je vais écrire, je sais pas. Donc ça peut lui prendre d'un coup. Hein. Bon, parce que ça lui prend des fois chez lui, vite. Et puis alors, la particularité de Renaud, il en parle beaucoup cette année, c'est que vous savez, son album préféré pour lui, c'est La Belle de Mai. C'était sorti en 1994.
C'est un album culte pour lui, qui est réédité d'ailleurs aussi cette année. D'accord, très bien. Mais il enregistre dans ses toilettes. Je ne sais pas si vous avez habité des appartements parisiens. Vous savez, quand on habite dans un appartement haussmannien, vous avez des fois des toilettes un peu dans tous les coins de l'appartement, dans des petits bouts. Et il y a une caisse de résonance merveilleuse pour les chanteurs. C'est pas le premier artiste qui dit qu'il enregistre les voix dans les toilettes. Jacques Dutronc a fait ça pendant des années. Il y a et surtout Arpic qui a fait ça aussi. Non, non, c'est pas Arpic. Non. Et donc, parce que la résonance, elle est toujours géniale. Allez dans vos toilettes, ceux qui ont des appartements un peu haussmanniens. Oui, non mais et c'est vrai que la caisse. Ceux qui ont des toilettes, mais tout le monde a des toilettes un peu. Oui, j'imagine. Mais dans ces appartements parisiens, souvent, vous savez, ils ont fait ça au bout d'un couloir, ils en ont mis un deuxième, machin. Et la caisse de résonance, elle est souvent géniale. Très important. Merci. Sans doute, oui. Des policiers pris dans un guet-apens en région parisienne, Amaury. Oui, c'est une vidéo assez folle. En fait, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans le secteur de Châtenay-Malabry. Ça commence vers 1h du matin. Des policiers tombent dans un guet-apens, une vingtaine de jeunes cagoulés, gantés, qui leur jettent des projectiles, des tirs de mortier. Évidemment, les policiers demandent du renfort. Les renforts arrivent. Et lorsqu'ils arrivent sur place, les policiers se déploient pour disperser les émeutiers. Et là, dans la masse des policiers, vous en avez un qui court plus vite que les autres, qui poursuit des émeutiers et qui se retrouve malheureusement isolé de ses collègues. Et donc, c'est la scène qu'on voit là, c'est que ce policier fait un véritable sprint, arrive face à 4 émeutiers qui comprennent qu'ils sont en situation de force, qui peuvent prendre le dessus contre le policier. Et donc, ce policier se retrouve dans une sorte de corps à corps avec eux, où il est avec sa matraque, eux le frappent aussi. On a l'impression que c'est 2 gangs qui s'affrontent. La différence près, c'est que le policier, il est armé, et comme il était à la fin épuisé par la course-poursuite et qu'il voyait qu'il ne pouvait pas avoir le dessus, qu'il avait peur pour son intégrité, il a fini par sortir son arme de service, mettre le doigt sur la gâchette, et à ce moment-là, heureusement, il a réussi à faire fuir les agresseurs, ce policier a été légèrement blessé, il a eu quand même 3 jours d'ITT, mais c'est surtout sur le plan psychologique qu'il a été marqué, parce qu'il s'est dit j'ai sorti mon arme, et si j'avais dû tirer parce que les émeutiers ne s'étaient pas arrêtés, eh bien on aurait probablement de nouvelles émeutes. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est insupportable de voir ça. Bravo aux policiers quand même, Bravo aux policiers. Qui a tenu longtemps au corps à corps et qui a pris la bonne décision. Ah, bien sûr qu'il a pris cette décision. Bien sûr qu'il aurait pris la bonne décision. C'est vrai que. Bravo à lui. Gilles Verdez, vous auriez dit quoi s'il avait tiré le policier? J'aurais avec la peur et tout. Voulu une expertise, savoir exactement ce qui s'est passé. T'as pas besoin de la vidéo là? Allez, va t'occuper des rats. Allez, merci. Non, mais quel mal celui-là. Allez, va t'occuper des rats. Va compter les rats avec Ercilia Soudé. Merci. Allez, on va passer à un truc un peu plus sympa. Il rafle 26 millions d'euros et retourne une dernière fois au boulot. Oui. Gilles Verdez. Il s'appelle Jean Lamontagne. Il a 60 ans et il habite Montréal au Canada. Il est à son travail. Il consulte les numéros du loto. Et il voit qu'il a gagné 40 millions de dollars canadiens, ça fait 26,7 millions d'euros. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai bientôt ma retraite, je vais prendre ma retraite anticipée. Il va prévenir son patron, il lui dit je pars à la retraite anticipée, il rentre chez lui. Et une fois qu'il est chez lui, il dit c'est quand même dommage, j'aimais bien mes collègues, j'ai découvert que j'avais gagné au loto pendant mes heures de travail. Et donc il se dit je vais faire un cadeau à tous mes anciens collègues maintenant. Le seul problème qui fait un peu polémique, c'est qu'en guise de cadeau, il leur a offert des pizzas. C'est modeste. Voilà, il a payé sa tournée de pizza à ses collègues. C'est quand même une barre. Voilà, c'est quand même une barre. Pour le reste, après avoir annoncé le départ à son patron, à ses collègues, il va investir dans l'immobilier, gâter toute sa famille et faire un voyage de plusieurs mois en Europe. C'était le rêve de sa vie. Donc voilà, le cadeau aux collègues est sympa, mais les pizzas, ça fait un peu radin. Merci. Slimane, de nouvelles révélations. Oui, absolument. Donc il y a 2 types de révélations. Alors, Slimane donc, est confronté à 2 plaintes. Pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Et récemment, il y a une femme qui s'appelle Ludivine, le prénom a été changé, qui a parlé de Slimane. Alors Ludivine, elle veut rester anonyme, elle explique qu'elle est dans le milieu musical et que tout ce qui arrive à Slimane, ces 2 plaintes, ne l'étonnent pas du tout. Parce que selon elle, depuis longtemps, elle entendait, elle le dit, des trucs sur Slimane. Je la cite, ce n'est pas une surprise, on le savait, tous les techniciens qui ont travaillé avec lui m'ont raconté. Et elle ne s'arrête pas là parce qu'elle raconte une scène qui lui a été rapportée après un concert. Un technicien m'a dit qu'après un concert, toute l'équipe est allée prendre une douche dans les loges, comme ça se fait très souvent, et t'as Slimane qui en aurait suivi un et qui se serait mis derrière lui. Voilà. Donc
c'est selon elle, et je mets vraiment un double conditionnel, c'est anonyme et on lui a raconté. Mais selon elle, ce serait entre guillemets une preuve de plus que Slimane a des comportements particuliers. Alors elle insiste, elle dit, il se permet plein de choses parce qu'il est célèbre. Et là revient en question, vous savez, la phrase de l'époux et manager de Vita, qui au moment où les techniciens ne voulaient pas que Slimane se joigne au concert de Vita, avait eu cette phrase désormais célèbre, qui n'a jamais envoyé une photo de sa bite, qui avait heurté les techniciens, on en avait parlé. Voilà. Alors Vita, pour le moment, reste fidèle à Slimane, elle le soutient. En coulisses quand même, elle a dit c'est la famille, même si on condamne certaines actions, et elle considère que certaines actions de Slimane pourraient être inacceptables. Et la nouvelle positive, c'est que Slimane est reparti en concert, il est à Albertville, demain à Aix-en-Provence. Après, il y a une interruption et il ne sera que les 8 et 9 janvier à Paris pour 2 grands concerts. Et il a posé une story, Instagram, c'est la fin, la trêve de son Cupidon Tour, et il est avec toute son équipe. Alors ça prend, on le voit là, ça prend une charge symbolique. Parce que s'il y a des techniciens qui ont porté plainte contre lui, toute son équipe, celle du Cupidon Tour, est soudée derrière lui au moment du départ en bus, le tourbus vers Albertville, Aix-en-Provence. Wow. Lyon, un cycliste poignardé avoir refusé la priorité à 2 hommes en trottinette. C'est quoi cette histoire? Ouais, déjà, le comble dans cette histoire, Cyril, c'est que la victime est un Guinéen qui est en fait demandeur d'asile en France parce qu'il n'était pas en sécurité dans son pays. Et donc ce Guinéen qui s'appelle Ismaël arrive en France et s'est fait poignarder en plein milieu de la rue pour une histoire, une bagatelle, vous allez voir. En fait, hier, il roulait à vélo sur un trottoir à Lyon. Il se rendait au Resto du Cœur puisqu'il a peu de moyens. Et sur sa route, en fait, il croise un homme à trottinette. Et les deux, à un moment, se croisent parce qu'il y a sur ce trottoir un panneau d'un restaurant qui bloque le passage. Et donc, en fait, le type à trottinette qui arrive en face lui brûle la priorité. Et en plus, il l'insulte en lui disant « Nikoumouk ». À ce moment-là, le Ismaël, sur son vélo, lui répond en français. Et le type à trottinette, à ce moment-là, lâche sa trottinette, sort un couteau, se dirige vers le cycliste et lui plante 2 coups de couteau dans le dos avant de prendre la fuite. Alors heureusement, Ismaël, le cycliste, a eu le temps de lui arracher son sac à dos dans lequel on a retrouvé d'ailleurs un gant, donc on va probablement pouvoir l'identifier, cet homme. Mais le cycliste a été gravement blessé. J'ai même lu quelque part qu'il était mort. Alors moi, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc a priori, il n'est pas mort. Et il est même sorti. Vous l'avez eu au téléphone Exactement. Non, mais je dis ça parce que certains médias locaux ont dit qu'il était décédé. Il n'est pas décédé. En revanche, son pronostic vital était engagé parce qu'il avait du sang dans les poumons. Il a été conduit à l'hôpital. Il a 3 jours d'ITT. Comme je vous dis, une enquête a été ouverte et elle devrait avancer rapidement. On lui souhaite un bon rétablissement déjà. Ouais. Oui, bien sûr. Je lui ai dit d'ailleurs qu'on parlerait de son histoire ce soir. Écoutez, on lui pense fort à lui. On est content qu'il aille mieux déjà. Mais c'est vrai que ça devient n'importe quoi. Gilles Verdez va nous dire qu'il n'y a pas d'insécurité en France. Hein. Tout va bien, tout va bien, tout est sous contrôle, hein, bien entendu, comme les rats. C'est pas possible, je sais pas où il habite, Gilles Verdez. J'aimerais bien qu'il m'invite un jour chez lui. Avec plaisir. Il doit être dans un nuage enchanté. L'invitation est lancée. Non, merci, c'est bon. Kylian Mbappé. Oui, 2 volets. Donc, le premier volet, très favorable pour Kylian Mbappé, c'est que le parquet suédois a clos l'enquête pour viol en raison de preuves insuffisantes concernant son affaire. On se souvient qu'il y avait une plainte pour viol. Son nom n'avait jamais été donné par la justice suédoise et la procureure, mais c'était des faits qui avaient eu lieu le 10 octobre lorsqu'il était à Stockholm dans un hôtel du centre-ville et son entourage avait estimé que la plainte le concernait. Il avait été jugé raisonnablement suspect par la justice suédoise. L'affaire est close. C'est la procureure, Madame Chirakova, qui a dit « J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête ». Donc, on a appris à ce moment-là, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'au-delà de l'enquête pour viol, il y avait une enquête pour 2 agressions sexuelles également, commises à l'encontre de la même personne et sans doute la même nuit par la même personne, même victime, même auteur. Mais on ne sait toujours pas si c'était Kylian Mbappé. Et on a appris également que la plaignante ne veut plus collaborer avec la justice suédoise. Donc même si la procureure a dit qu'on pourrait de nouveau ouvrir cette affaire, apparemment la plaignante n'a pas envie que ça aille plus loin. Alors lui avait toujours dit qu'il était étranger à ça et son avocate Marie-Alix Canu-Bernard, maître Canu-Bernard, a réagi sur TF1 en disant qu'il est fort possible qu'il ne soit pas concerné. Et on ne peut pas ressortir indemne d'une affaire comme celle-ci. C'est un crime dont la presse l'a accusé, donc c'est d'une violence inouïe. Donc ça, c'est le premier volet. Il est débarrassé de l'affaire suédoise. Il y a l'affaire du Paris Saint-Germain. Il y a l'affaire Paris Saint-Germain. Alors là, il y a une décision qui lui est défavorable. Exactement. Voilà. C'est que
Kylian Mbappé avait saisi plusieurs instances, dont la commission de discipline de la Ligue de football. Cette saisine a été jugée irrecevable. Donc, il est débouté de cette saisine. Et le PSG, immédiatement, a surgi et a dit « D'accord, il est débouté de cette saisine, donc nous assignons Kylian Mbappé devant le tribunal judiciaire de Paris, là il ne s'agit plus de tribunal administratif, pour faire annuler toutes les décisions prises, on s'en souvient, on en avait parlé ici, par les différentes commissions. Il y avait commission d'appel, commission juridique, toutes ces décisions étaient a priori favorables à Mbappé. Alors, vous savez que Kylian Mbappé aurait pu tout simplement porter l'affaire directement devant les prud'hommes, oui. Le 30 juin 2024. Il ne l'a pas fait parce que, sachez qu'apparemment, il sait qu'il a peu de chances de gagner. Voilà. Et il voulait tenter de sanctionner et punir le PSG, pas seulement récupérer son argent, mais également en fait obtenir une interdiction de transfert et une sanction contre le PSG. C'est ce qu'il espérait. C'est pour ça qu'il est allé vers les différentes instances. Et donc le PSG n'a pas été puni, mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait pas seulement son argent, il voulait aussi que le PSG soit puni derrière. Voilà. Donc voilà, c'est assez incroyable, mais voilà. En tout cas, c'est pas l'amour fou. Non, et ça va se régler en justice. Première audience le 25 mai 2025, qui est déjà fixée. Allez, on va parler de notre ami Bertrand Dekers qui a passé une nuit de cauchemar. Bertrand Dekers, incroyable, Amaury Bucco. Oui, la nuit dernière, à 1h du matin, Bertrand Dekers a eu le droit à une véritable descente de police dans son domicile parisien où il a emménagé, vous savez, il y a quelques mois. Ouais. Alors d'abord, je veux préciser tout de suite que Bertrand Dekers n'est absolument pas mis en cause dans cette affaire. Il fait figure de simple témoin, vous allez comprendre pourquoi. En fait, Bertrand Dekers a rencontré il y a quelques semaines via une application un jeune homme, un homme d'une trentaine d'années. Le courant passait très bien entre eux. J'ai eu Bertrand au téléphone qui m'a expliqué que c'était quelqu'un de très agréable, très gentil avec lui. Un peu original parce que c'est un homme qui n'avait pas de situation professionnelle et qui était habillé de manière assez luxueuse, donc un peu étonnant. Mais voilà. Et dans la nuit donc, de mercredi à jeudi, il fixe un troisième rendez-vous au domicile de Bertrand Dekers. L'homme arrive comme prévu en taxi, se présente à son domicile, la soirée se passe normalement. Sauf qu'à 1h du matin, tout d'un coup, il y a du monde devant la porte de Bertrand Dekers. Il entend police et on tambourine à fond sur sa porte. Alors, vous connaissez Bertrand Dekers, c'est quand même pas un rebelle, etc. Quand il entend police et on tape à sa porte, il se dit il va aller ouvrir. Et à ce moment-là, son compagnon qui est chez lui va lui faire une révélation pour lui dire de ne pas aller ouvrir la porte. Il lui explique en fait, ce qui est vrai, qu'il a volé la sacoche du chauffeur de taxi en se rendant chez lui. D'ailleurs, il lui montre la sacoche, que dans cette sacoche, d'ailleurs, il y a des AirPods. Et il lui explique, et c'est là où c'est faux, il lui dit « c'est probablement le chauffeur de taxi qui est là avec des copains devant la porte, qui se fait passer pour la police, mais si tu ouvres, ils vont me casser la figure, ils vont tout casser dans ton appartement. Ouais. » Bertrand Dekers lui fait confiance, ne va pas ouvrir la porte. Les minutes passent. Au bout de 10 minutes, la police prévient qu'elle va rester jusqu'à ce que Bertrand Dekers ouvre la porte. Et donc, il finit par aller ouvrir la porte. À ce moment-là, celui qui est son compagnon est interpellé, évidemment. Il y a le chauffeur qui est en bas, furieux, qui veut toujours récupérer sa sacoche. Donc, j'allais dire, l'histoire se finit plutôt bien. Le voleur est interpellé. Le chauffeur a récupéré sa sacoche. Le compagnon a finalement été libéré un peu de temps après. Et Bertrand Dekers est sain et sauf, mais il est assez choqué psychologiquement, évidemment, par ce qui s'est passé, parce que c'est la première fois de sa vie que ça lui arrivait. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Et donc, là, il est où le gars, là il a été relâché très rapidement. Alors après, Michel Marie me faisait remarquer, je l'ai eu au téléphone, que ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'en principe, la police ne fait pas des descentes, au domicile en pleine nuit. J'ai essayé d'appeler le parquet pour avoir un éclairage là-dessus. J'ai pas réussi à avoir le parquet. C'est vrai. Et donc Bertrand Dekers, ça va bien, mais il est sorti, donc son compagnon, enfin son ancien compagnon, je sais pas. Oui, bon, après c'était peut-être un flirt. Donc, voilà, oui, non, c'est la troisième fois qu'il le voyait. Il a découvert un peu la face sombre de cet homme, mais c'est vrai que c'est le problème des applications aussi, c'est que vous rencontrez des gens pas dans leur cadre familial, vous voyez pas leurs amis, on peut raconter n'importe quoi, et parfois c'est des gens en fait qui vivent de l'arsen, quoi. Exactement, de l'arsen. Merci Amaury Bucco, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain bien entendu. Ah non, pas demain, on se retrouve lundi. Merci à tous. Allez, tout de suite c'est les Chevaliers du Fiel.